Bienvenue à tous sur Mayotte la Première. Comme à chacun de nos rendez-vous, je suis ravie de vous retrouver dans ce numéro de Maïcha. Un numéro de Maïcha qui est fait avant tout pour vous sensibiliser. Vous le voyez en bas, ça s'appelle bien violence conjugale. Fuir pour rester en vie face aux violences conjugales. De nombreuses femmes restent encore avec leur bourreau, restent encore avec le mari qui est violent avec ces femmes-là. Aujourd'hui, on a envie de savoir pourquoi autant de femmes continuent de rester avec le mari violent, pourquoi autant de victimes prennent du temps avant de partir, au-delà des raisons parfois économiques. Ces femmes se trouvent en fait sous l'emprise de ces hommes. On va en parler avec quelqu'un qui connaît très bien le sujet, car oui, elle a eu le courage un jour de fuir pour rester en vie. Mais avant, vous allez voir qu'il y a eu tout un processus. Il y a eu plein de choses par lesquelles elle a dû passer. Je suis tellement contente de la voir avec moi dans cette émission aujourd'hui. C'est Anne-Laure Albizetti. Comment allez-vous? Aujourd'hui, comment allez-vous? Je suis heureuse d'être en vie, je suis heureuse de pouvoir profiter de chaque jour que la vie me donne de vivre. J'ai envie aujourd'hui de sensibiliser toutes les personnes victimes de violences conjugales au fait qu'il y a un après, et quand on se reconstruit, cet après est beau. Ça vaut le coup de se battre. Voilà, ça marque le ton de cette émission. Mesdames, nous sommes là avant tout peut-être pour vous encourager, celles qui n'ont pas encore le courage d'aller jusqu'au bout du processus et de se libérer de cet homme violent. Eh ben, nous essayons en tout cas aujourd'hui de vous accompagner. Voilà, il y a un jour après Anne-Laure, eh bien, l'exemple de cette vie après les violences, la violence conjugale. Et pour nous accompagner également, ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans cette émission, toujours un plaisir pour moi de l'accueillir. C'est Laura Ahmed. Laura, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vis bien. Vous êtes directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Mayotte. Et je rappelle également que vous êtes docteur en histoire de droit. Et je suis contente également de vous avoir dans cette émission puisque vous allez nous aider ici avec les difficultés liées aux spécificités de Mayotte, nous orienter vers les bonnes personnes. Comment est-ce que je fais, moi, pour me sauver? Voilà, quand ça ne va pas. Anne-Laure, vous avez rencontré très tôt cet homme-là, qui est devenu ensuite le père de votre enfant. Vous êtes resté combien de temps avec lui et pourquoi vous êtes resté autant de temps avec lui? Je suis restée 7 ans avec cet homme-là. Si je suis sincère avec vous, j'ai vécu qu'1 an d'amour. Mais je ne pouvais pas partir parce qu'il me disait que si je partais, il me tuerait. Je le rencontre très jeune et tout va très vite parce que je le rencontre à 17 ans et 6 mois après, je suis enceinte. Et les premières violences arrivent pendant la grossesse. C'était pourquoi? C'était quoi? C'était un coup? C'était des insultes? Il vous frappait? Il vous insultait? Il était méchant? C'était quel genre de violence? Pendant ma grossesse, ça a été des violences extrêmes au niveau violences physiques, psychologiques, insultes. Je dirais qu'en amont de notre histoire, j'avais pas le droit de dire un gros mot à la maison. Et ça m'a amusée d'être avec un homme qui disait des gros mots. On le banalise quand on est très jeune, j'avais pas la maturité d'aujourd'hui. Et du coup, quand s'installent les insultes, les violences psychologiques, les violences économiques, je ne le vois pas venir. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, maintenant, avec du recul, j'arrive à dire que ces hommes arrivent à exercer une emprise qui fait qu'une fois que la violence est installée, on ne peut pas partir. On veut partir, mais pour autant, on ne peut pas. Et on n'arrive pas à mettre en mots les choses. Et puis au final, on s'en accommode parce que c'est qu'une droite tous les 6 mois où j'ai un cocard. Mais un cocard, en 15 jours, ça disparaît. Et puis on retrouve une vie normale. Par contre, les paroles blessent à l'intérieur du cœur. Et puis ma fille grandit et je me dis... de toute façon, j'ai pas le choix. Je peux pas porter plainte, sinon il me tue. Je peux pas partir, sinon il me tue. Faisons en sorte de garder le calme au quotidien. Donc une femme victime de violence, on va la repérer dans son côté très enrobant, toujours à dire ça va, non, c'est bon, assieds-toi, je vais t'apporter ton café. Pour ne rien provoquer. Exactement. Mais ça se passait comment à la maison? Est-ce qu'il y avait des moments de répit, par exemple, ou est-ce qu'on finit par trouver, vous avez dit à un moment donné, on finit par trouver les coups, du coup le coup ça devient à peu près normal, la vie normale, d'avoir un cocard, d'avoir quelque chose dans la figure.
Comment est-ce que vous viviez l'atmosphère générale de la maison? Est-ce que c'était lui, il avait une raison, je ne sais pas, l'alcool ou autre chose qui le rendait violent, ou ça venait de n'importe où, de n'importe quel moment? Ce qui m'a fait tenir, c'est parce qu'au début, ce cycle de violence, il s'instaurait tous les 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, quand il y avait cette violence physique très forte, il me disait non, je te promets, j'arrête de boire et comme ça, je te taperai plus. C'était l'alcool. Lui, c'était l'alcool. Dès qu'il était sous, il devenait violent. Et quand il me disait j'arrête de boire, il me disait bah, c'est bon, au final, ça va s'arrêter, ça va se calmer. Et puis au fil des années, c'est plus tous les 6 mois, ça devient tous les 3 mois. Et puis tous les 2 mois. Et là, je commence à me dire, il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte. Mais il m'a isolée de mes amis, de ma famille. J'ai arrêté mes études parce que je suis tombée enceinte jeune. Et il faut que je reprenne des études. Avoir un diplôme, c'est pouvoir avoir un salaire et pouvoir avoir mon indépendance financière et fuir. Donc c'est comme ça qu'une fois que ma fille prend le chemin de l'école, je m'inscris à l'école d'infirmière et je suis la première de la classe parce qu'il ne faut pas que je redouble une seule année. Redoubler une seule année, ça voudrait continuer à subir les affres de mon bourreau. Et arriver en 2e année à l'école d'infirmière, les choses vont si loin qu'en fait c'est la seule fois de notre relation où il me frappe le matin à jeun et sans alcool. Et il me prend par le cou en me disant « je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer !» Et ma fille, en fait, sort de sa chambre, nous découvre et c'est la seule fois où je vois tellement de la terreur dans ses yeux, de la panique, que c'est la seule fois où j'arrive à le repousser pour me dégager. Pour votre fille. Voilà. Puis il me dit, de toute façon, maintenant, c'est terminé. Ton école d'infirmière, c'est fini. T'es bon plus qu'à t'occuper de moi, de la maison et de notre fille. Là, aller voir tes copines, revoir du monde, ça, c'est fini. Et il prend mes cours d'école d'infirmière et il les déchire. Ben, vous voyez, ça va paraître étrange ce que je vais dire, mais je pouvais encaisser une droite dans chaque œil et me retrouver avec le visage défiguré avec des cocards et ne pas verser une seule larme. Et quand il déchire mes cours d'école d'infirmière, je me mets à pleurer, mais pleurer, pleurer. C'est mon avenir qui déchire, c'est ma possibilité de fuir. Et là, je me dis, mes cours, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je suis en 2e année à l'école d'infirmière, il faut que j'ai mon diplôme. Et c'est la fois qui, pour moi, était la pire au niveau des pleurs, tellement tout s'effondrait. Et là, je décide de partir avec ma fille sous le bras. Je la dépose à son école. Je vais à l'école d'infirmière. Ma meilleure amie me dit « Arrête, arrête, maintenant, il faut que tu ailles porter plainte. » Mais je ne portais pas plainte parce que j'avais peur qu'il me tue. Si je portais plainte, il aurait été convoqué. Et derrière, moi, en fait, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Et je porte plainte cette dernière fois où je suis capable de partir. Vraiment, pour de bon. Je me dis, ça y est, c'est terminé. Il est en train de détruire ma fille. Non seulement il m'a détruite moi, mais maintenant ma fille, il faut que je m'en aille. C'est très compliqué parce que je n'ai pas envie de fuir tout de suite la métropole. Je me dis que la séparation physique devrait suffire. Et puis au final, il prend 3 ans de prison pour tout ce qu'il m'a fait. Donc ça allait très loin. Il y a de la séquestration, il y a des brûlures de cigarettes, il y a des violences sexuelles. C'est très lourd ce que j'ai vécu. Et quand il commence à avoir des permissions de sortie pour préparer sa sortie, il redevient violent devant l'école de ma fille. Il essaye de prendre ma fille de force. Et la police me dit « quittez la France. Tant que vous ne quitterez pas la France, il vous emmerdera toujours. » Donc je demande une expertise psychologique et on me dit qu'effectivement, il a un profil capable de crime passionnel. Et là, on me dit, mais ne restez pas en France, il vous retrouvera. Et c'est là où je fais le projet de partir loin, de mettre de la distance. Mais je me dis, mon métier d'infirmière ne me permet pas d'être dans un pays qui parle une langue étrangère. Et je choisis de partir à La Réunion, à 11 000 km, pour survivre, pour me sauver de mon bourreau. Et pour la petite anecdote, mais qui est un petit peu glauque quand même, le père de ma fille avait répété plus de 200 fois qu'il me tuerait avant mes 30 ans. Ma fille l'a entendu plus d'une centaine de fois qu'il me tuerait avant mes 30 ans. Et j'arrive à La Réunion à 29 ans, quelques mois avant mes 30 ans. Symboliquement, c'était important pour moi de me protéger avant mes 30 ans. Et le jour de mes 30 ans, ma fille saute dans mon lit et me dit « T'as vu, maman, papa, il t'a pas tué. » Ça restera associé à mes 30 ans, toute ma vie. Voilà.
C'est très dur de pouvoir reprendre. Vous m'avez énormément touchée et je trouve que vous êtes une femme très courageuse. Vous, je vais essayer de ne pas laisser couler les larmes, mais c'est très émouvant ce que vous venez de dire. Et effectivement, imaginez cet enfant qui vous remercie de rester en vie, c'est beau. Elle m'a remerciée à l'adolescence. Elle m'a dit maman, pour merci. Pour toutes les femmes, on va essayer en tout cas d'apporter un peu de courage aux femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui n'ont pas le même courage que Anne-Laure avec nous aujourd'hui. Laura, c'est des situations auxquelles vous êtes souvent confrontée ici à Mayotte. C'est encore peut-être plus compliqué, c'est compliqué partout lorsqu'on est victime de violences conjugales. C'est encore compliqué à Mayotte avec ce poids peut-être de la société. Qu'est-ce qui peut bloquer les femmes ici à quitter un mari qui bat et qui est violent? Oui, malheureusement, on rencontre beaucoup de femmes victimes qui veulent partir mais qui n'arrivent pas à partir ou qu'on les empêche de partir. C'est-à-dire quand il y a des violences au sein des couples, il y a toujours ce conseil qu'on va chercher dans la famille. Il y a des familles qui vont écouter, qui vont aider à trouver une solution. Et dans les deux familles, il y a une partie qui va dire attends, là, si elle porte plainte, c'est notre fils, c'est mon frère, c'est mon père qui va finir en prison, j'ai pas envie. Donc on va calmer le jeu, on va lui dire, bon voilà, on va mettre des solutions. Il y a des victimes qui vont jusqu'à accueillir un tiers chez eux parce qu'ils se disent que la présence de quelqu'un va empêcher la répétition des violences. Il y en a qui vont partir un instant, on se dit une semaine, un mois, on va voir comment ça se calme. Les auteurs qui sont déplacés chez les membres de la famille ou des amis, on ne va pas à l'hôtel ici, hein. Et il y a les femmes en fait qui se disent bon, je reste dans la maison parce que j'ai des enfants. Ou il y en a qui essayent de partir, mais on part le soir ou le matin, on revient le soir. Ou si on part le soir, on revient carrément le soir. Des gens qui vont entendre parler d'histoire ou la famille vont les dire non, 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 tu es marié, tu retournes chez ton mari. Qu'est-ce qui existe à Mayotte pour aider ces femmes à se sauver, à sauver leur vie? Parce que il faut le dire, hein, qu'il y a encore des femmes aujourd'hui qui meurent sous les coups de leurs conjoints. À Mayotte, qu'est-ce qui existe? Comment est-ce que vous accompagnez ces femmes, celles qui ont le courage et qui se disent stop, j'ai plus envie de subir? Clairement, vous les accompagnez comment, ces femmes? Aujourd'hui, quand les femmes vont venir vers nous, qui nous disent je suis victime, je veux partir, nous tout de suite, il faut appeler le 117, il faut appeler l'ACFAV, l'hébergement d'urgence, il faut vérifier s'il y a de la place. S'il y a de la place, c'est tout de suite, l'ACFAV va se déplacer tout de suite. S'il n'y a pas de place, nous, en fait, on va mobiliser un réseau de bénévoles qui, pour un week-end, un jour, vont nous permettre de mettre à l'abri ces femmes. Et quand elles sont prêtes à porter plainte, elles sont prêtes à saisir les tribunaux, on va les accompagner vers l'ordonnance de protection parce qu'on sait que cette démarche va vite. C'est vraiment, on profite de l'instant où on dit oui, c'est bon, je veux porter plainte, on les accompagne, on les soutient. Elles vont porter plainte. Quand elles ont des certificats médicaux, quand elles ne les ont pas, on les accompagne vers les médecins. Elles récupèrent des pièces qui sont très importantes pour renforcer cette démarche qui est l'ordonnance de protection. Une fois qu'on a rempli le dossier, qu'on leur a expliqué, on a fait une information d'accès au droit et qu'elles sont allées jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a déposé auprès du juge aux affaires familiales et en plus avec le soutien du bureau d'aide aux victimes. Le bureau d'aide aux victimes, si vous voulez, il récupère la démarche, les documents, et là, paf, ça arrive devant le juge aux affaires familiales, et là, on a une décision, une date d'audience, une date de convocation. Au bout de 6 jours, les choses peuvent aller très vite. Oui. Encore faut-il réussir à aller jusqu'au bout, puisque c'est quelque chose aussi qu'on entend souvent. Est-ce que vous avez eu, vous, d'autres tentatives de départ avant ce jour-là où il a déchiré vos cours? Oui, les premières violences lorsque je suis enceinte provoquent mon départ une semaine chez ma grand-mère. Je me cachais, je change de département. Et il n'arrête pas d'appeler, je craque. Au bout de quelques jours, je réponds. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, quand il veut que Promis, j'arrête, c'est la première et la dernière fois.
Mais Anne-Laure, t'es la femme de ma vie, je veux me fiancer avec toi, je te demande en mariage, je vais t'offrir une bague. Il vous a demandé en mariage? Oui, mais je ne me suis pas mariée avec lui. Vous avez refusé? Ça ne s'est pas fait, nos familles ne s'entendaient pas, voilà. Mais vous étiez prête à vous marier avec lui? Oui, il a voulu d'autres enfants et je me suis dit surtout pas, j'arriverai plus jamais à partir. C'est vrai que mon parcours est jalonné d'essais de départ. À un moment donné, je me dis, je vais lui prouver que notre vie est plus possible ensemble. En fait, le quotidien devient insupportable. Là où les violences étaient tous les 6 mois, ça devient toutes les semaines, c'est récurrent. Les dernières années sont insupportables. Et j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il me laisse partir prendre un appartement. Et il me laisse croire que oui, ça va aller, jusqu'à 2 jours avant où je dois prendre cet appartement. Et il m'enferme et il me séquestre pendant 15 jours. J'ai plus le droit de sortir, j'ai plus de téléphone portable, j'ai plus de carte bleue. J'ai pas de clé pour sortir. Ma fille m'a demandé après, pendant 6 mois, à chaque fois que son père partait, est-ce que papa, il nous a enfermés? On n'a pas le droit de partir, on ne peut pas partir. Et du coup, là, le départ a dû se faire dans l'urgence. Mais il y avait eu effectivement au moins 5, 6 départs. Et après, plus tard, un médecin m'a dit qu'il fallait 7 fois avant de partir et que souvent la 7e fois était la bonne. Est-ce qu'il y a un geste auquel vous y pensez maintenant, que vous faisiez souvent pour éviter d'être dans son champ, pour éviter de recevoir un coup à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faisiez régulièrement, une façon de vous protéger? On devient, alors je dirais, une maniaque du ménage et de l'objet qui a décalé pile à l'endroit pour que ça soit bien. Je n'avais qu'une obsession, que tout soit rangé, tout soit nickel. Pour ne rien provoquer. Voilà, exactement. Parce que sinon, c'est une engueulade si le caleçon est mal plié, si l'assiette de manger est trop cuite. Donc tout contrôler, tout vérifier, toujours en fait sur le qui-vive. Qu'est-ce qui ne peut pas aller, qu'est-ce qui va aller de travers. Essayer d'anticiper pour apaiser. Avant de parler quand même des bonnes choses, parce que oui, il y a une belle fin dans cette histoire. Comment réagissait l'entourage? C'est compliqué, c'est tabou. C'est très tabou. Moi, je viens d'une famille catholique pratiquante où on se marie avant d'avoir des enfants, où on termine ses études avant d'avoir des enfants, mais je pense que c'est la même chose aussi à Mayotte. Et d'avoir un enfant hors mariage avant la fin des études, c'est pas accepté. J'ai été le vilain petit canard de la famille, j'ai été mise sur le côté et ils ne voulaient pas voir les violences que je subissais parce que ça dérangeait. Mes parents le savaient, mes grands-mères le savaient, mais ce que mes oncles et tantes le savaient, aujourd'hui je lève le tabou, 16 ans après j'en parle et je me rends compte que mes cousins n'étaient pas au courant, donc mes oncles et tantes n'en ont pas parlé. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui le tabou soit levé, c'est aussi ma démarche et c'est pour ça que je veux témoigner, c'est pouvoir libérer la parole parce que je pense que pour se reconstruire, il faut sortir ce qu'on a sur le cœur, il faut pouvoir en parler et parler à quelqu'un au départ, ça peut être quelqu'un de confiance, donc la famille ou un meilleur ami, avant de pouvoir faire la démarche d'un psychothérapeute. Mais parler en tant que victime, parler à ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment, ne jugez pas ces victimes. On n'a pas besoin, par exemple, à l'école d'infirmière, un jour, il y en a une qui me dit « Mais Anne-Laure, tous les jours, tu nous parles de tes problèmes avec ton mec. Mais merde, si t'es toujours avec, c'est que ça te plaît. » Je me suis remuée dans le silence pendant 2 ans jusqu'à mon départ. Les gens qui n'ont pas compris, alors, je ne souhaite à personne de vivre ça, mais tant qu'on n'a pas vécu ça, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Il ne faut jamais juger une personne qui vit ça. Si elle ne part pas, c'est parce qu'elle a peur pour sa vie. Elle a peur que ça soit pire après, en fait, qu'on lui fasse quelque chose de pire après, ou qu'on la rattrape et qu'on la tue, comme vous avez subi des menaces en vous disant que je vous tuerai avant l'âge avant vos 30 ans, pardon. Et c'est quelque chose que vous essayez aussi d'expliquer aux victimes. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est souvent confronté à l'ami, au frère de la voisine, de l'ami, donc c'est très difficile de dénoncer un frère, un oncle ou un père qui bat son épouse. Peut-être quelque chose pour rassurer les femmes aujourd'hui sur ce secret, sur ce silence et cet accompagnement? Bien, cette année, on a accompagné 140 femmes victimes de violences. Il y en a à peine 10 qui sont encore dans les violences, dans le parcours de violence. Il y en a à peine 10. Et ces 10-là, c'est parce qu'on cherche des solutions pour pouvoir s'en sortir.
on a un accompagnement avec une psychologue qui arrive à faire apparaître des moments positifs ou une ambiance ou une énergie positive où on demande aux victimes de s'en nourrir. Quand ils ont réussi à faire une chose, une victime qui a pour la première fois accès à l'emploi, qui dit j'ai mon argent, je peux partir. Mon salaire. Ça, oui. Quand elle dit voilà, je vais acheter quelque chose, mais c'est 2 mois, j'ai ma maison. Là, je suis partie, je suis toujours là, mais en fait, le corps, mais l'esprit est déjà parti, ça c'est bien. C'est la liberté économique qui donne des ailes aux femmes dans le bon sens où elles peuvent enfin se libérer. Et les ateliers qu'on fait, quand il y a des femmes qui viennent entre elles, elles entendent les témoignages des unes et des autres, elles se disent, tiens, elle a fait ça. Peut-être si moi je le fais. Et les victimes, en fait, elles reviennent vers nous après la psychologue ou ces ateliers pour nous dire, j'ai essayé, mais c'est vrai. Il y en a de plus en plus qui s'en sortent et il y a des familles de plus en plus qui acceptent le fait que la victime veuille s'en sortir pour l'accompagner. On ne s'arrête pas sur le fait que c'est mon fils, c'est mon frère, c'est mon père qui va peut-être finir en prison, mais c'est juste, on va leur dire, mais ah non, votre frère, votre fils ou votre père, il est auteur de violence. À un moment donné, il faut qu'il se le dise, qu'il prenne conscience de ça. Et la victime, quand elle est consciente qu'elle est victime, qu'elle est en danger, qu'elle ne veut pas de ça, qu'elle veut une autre vie, qu'elle veut le meilleur pour ses enfants, elle s'en sort. Elle s'en sort. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose, j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder, puisqu'il y a tout aussi d'autres étapes par lesquelles ce prédateur, en tout cas, passe. Il arrive à inverser les rôles, à vous faire culpabiliser. Vous avez l'impression ensuite que c'est vous qui avez fait quelque chose de mal. Donc, vous le cachez, vous le protégez, lui qui vous bat. Enfin, voilà, c'est tout un processus. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout aborder, puisque j'aimerais vraiment qu'on aborde le bon côté. Parce qu'il y a toujours une belle fin dans Maïcha, je l'espère. Il y a eu cette reconstruction, cette nouvelle vie. Quand vous êtes dans l'avion, vous arrivez à la Réunion, que vous soufflez, que vous devez vous présenter, que vous devez raconter votre vie, que vous avez cette nouvelle histoire qui commence. Ça se passe comment ? Alors, quand j'arrive à La Réunion, il y a 12 ans, je suis encore dans la peau d'une victime. Aujourd'hui, je me définis comme ancienne victime. C'est-à-dire que j'ai envie de connaître personne, j'ai pas envie qu'on sache où j'habite, j'ai pas envie qu'on connaisse mon numéro de téléphone. Je cherche juste à me retrouver avec ma fille pour réévoluer correctement en société. Alors, c'est quand même un long parcours du combattant parce qu'on a fait plus de 7 ans de psychothérapie, que ce soit ma fille ou moi-même. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis à La Réunion. Donc, mon métier m'a sauvée. J'ai été diplômée infirmière. Et aujourd'hui, je suis la présidente de toutes les infirmières libérales de l'océan Indien, donc de La Réunion et de Mayotte. Et mon combat est de se battre pour cette belle profession féminine, pour la faire évoluer, pour obtenir toute la reconnaissance qu'elle mérite. Et mon premier combat qui me tient particulièrement à cœur dans cette nouvelle mission de présidente de l'URPS Infirmiers Océan Indien, c'est un podcast, Les soignants face à la violence, où le premier épisode est mon histoire de vie et on va pouvoir décliner la violence sous tous les âges, pendant la grossesse, les enfants témoins ou victimes de violences, les adolescents, le cyberharcèlement, la maltraitance vers les personnes porteuses de handicap ou vers les personnes âgées. Et je suis particulièrement fière de venir cette semaine à Mayotte pour pouvoir enregistrer tous ces épisodes en shimaoré et en shibushi avec le CIDFF. Et la vie est belle et je suis heureuse de pouvoir emmener des femmes dans ce sillon et de leur montrer qu'une fois qu'on s'est battu, tout peut nous sourire, ça nous donne une force inouïe. Et le sourire ne peut que rester sur le visage. En tout cas, c'est très beau. Est-ce qu'on peut être curieuse jusqu'au bout, savoir si vous avez refait votre vie ? Oui, c'est encore amoureuse. Difficile pour moi. Alors, je le réclame au ciel depuis 1 an en me disant « ça y est, je suis prête ». Alors, symboliquement, il a fallu que ma fille parte de la maison. Elle a 21 ans. Elle est partie il y a 1 an. Et tant que ma fille était sous mon toit, je me consacrais à 100% à elle. Et depuis qu'elle est partie, je me suis dit « mais pourquoi je n'ai pas repensé à moi depuis tout ce temps-là ? 16 ans que je suis séparée de son papa. Et ça y est, je me suis reconstruite et je crois qu'il y a des hommes qui sont vraiment bons. Et je le réclame au ciel en me disant, ça y est, mon heure est venue, je peux rencontrer, mon cœur est prêt à accueillir un homme et l'amour. C'est beau. J'espère beaucoup.
que ça va bien se passer, puisque oui, il y a cette partie-là aussi en tant que femme où on a peur, on se dit je ne trouverai pas mieux, etc. Et maintenant, vous êtes prête. Et je pense que vous allez trouver mieux, ça c'est sûr. Des projets à venir, je sais qu'on vous aura dans une autre émission pour parler vraiment, se concentrer sur tout ce qui concerne les infirmières de Mayotte et de l'océan Indien. Donc vous, personnellement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire dans votre vie je ne sais pas, faire des sauts en parachute, vivre, être heureuse, voyager, cette nouvelle vie qui est à vous. Ma passion est la nature. Dans la nature, on se ressource, on se régénère. Et dès qu'on se sent stressé, tendu, j'ai de la chance d'être sur une île où c'est le paradis des randonneurs, La Réunion. Et du coup, j'aime particulièrement nos cirques. Et après, c'est marrant parce que oui, je suis fan d'aventure. Et j'ai déjà fait un saut en parachute, un saut en parapente. Et je me suis dit que la prochaine fois, ça serait un saut à l'élastique. Bon. Ça me fait me sentir en vie. Quand on a les palpitations, c'est un défi. Et j'aime les défis, c'est ce qui m'anime. Laura, j'espère qu'on a partagé un message d'espoir aujourd'hui aux femmes qui nous regardent. Vous le voyez, dès qu'Anne-Laure elle a commencé à parler, elle a dit oui, il y a un lendemain, il y a une vie. Après, c'est ce qu'on a essayé en tout cas de vous faire comprendre aujourd'hui. Moi, de tout ce que j'ai retenu, il y a eu votre fille qui a été un moteur, mais... pas possible pour vous sauver. Et il y a eu aussi cette envie d'être libre économiquement, intellectuellement, en ayant votre diplôme et en étant la femme que vous êtes aujourd'hui. Exactement. S'il y aura un tout petit regret, ça serait lequel? Est-ce qu'il y a des regrets? Oui. Je me suis excusée auprès de ma fille quand elle a eu 14-15 ans de ne pas avoir pu lui montrer l'amour véritable d'un père sur son enfant et d'un père envers une mère. J'aurais aimé lui faire découvrir ce que c'est qu'une vraie vie de famille dans l'amour. Ça sera notre dernier mot, le mot de la fin de l'émission. Merci infiniment Anne-Laure Albizetti. Je rappelle que vous êtes une ancienne victime de violences conjugales. Vous avez réussi et j'espère qu'aujourd'hui on aura réussi, en tout cas notre pari, à accompagner au moins 2-3 femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui seraient elles aussi victimes et qui sauraient s'en sortir. Si vous ne savez pas, Laura est là pour vous aider, pour vous accompagner. Il suffit de l'appeler et elle débarque avec toute l'artillerie, toutes les personnes qu'il faut pour vous sortir de là. La famille aussi, ne restez pas dans le silence. Trouvez les bons mots pour accompagner ces femmes qui subissent les violences. Et surtout, il ne faut pas les juger. Pas de préjugés, il ne faut pas les juger, il ne faut pas les faire sentir encore plus mal qu'elles sont. Il faut juste les écouter et les accompagner. Merci 1000 fois, mesdames, d'être venues dans cette émission. Une émission qui est à réécouter et à revoir sur le site internet de Mayotte la Première. Merci beaucoup. Merci.